Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de la télévision Mourchid, nous sommes toujours heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Par l'Art, qui aujourd'hui, dans sa rubrique littérature, a le plaisir de recevoir M. Serigne Mbacké Ndiaye dans son ouvrage appelé L'Odyssée des migrants. Justement, ce roman a été édité par Edilivre et que c'est un roman très riche. Serigne Mbacké Ndiaye nous revient pour son premier ouvrage avec une imagination très fertile. Il revient à nous décrire une réalité brûlante plus que d'actualité. En tout cas, le livre laisse deviner beaucoup en tout cas de surprises sur tous les plans et que nous avons le plaisir de le recevoir aujourd'hui sur le plateau de Mourchid TV. Oui, bonsoir M. Diack. Je vous remercie d'abord et je remercie l'équipe de Mourchid TV de m'avoir invité sur ce plateau. Ça laisse entendre que vous n'êtes pas, en tout cas, je ne sais pas, on l'a remarqué à travers votre ouvrage, que vous n'êtes pas très tendre avec nos dirigeants, avec les politiciens, la façon, en tout cas, la conception, surtout africaine et sénégalaise, donc de la politique et bien d'autres, en tout cas, formes, régimes, etc. On l'a vu. Est-ce que vous vous définissez comme étant un écrivain vraiment engagé? Parce qu'on le sent à travers votre... Mais voilà, je suis un écrivain engagé, parce que tout simplement, je me dis que chaque écrivain doit avoir, chaque individu doit avoir la politique, le courage de sa politique, le courage de son métier. Je suis un écrivain, donc pour ceux qui rêvent de contes, je les envoie à Birago Diop. Pour ceux qui veulent de politique, je les envoie à Abdou Diouf ou bien Léopold Sédar Senghor. Mais voilà, moi je suis un écrivain engagé. Donc, et je vais droit au but. Il y a certains écrivains, lorsqu'ils se penchent sur leur pays pour en comment dirais-je, dénoncer les tares, finalement, font preuve d'imagination. Au lieu de citer leur propre pays, ils créent un pays imaginaire. Par exemple, il y a dernièrement un Sénégalais qui a écrit sur le Sénégal, les tares qui gangrènent notre société. Il a nommé son pays Mon Pays. Je me dis que c'est un manque de courage. Quand on n'a pas le courage de citer le pays qu'on veut dénoncer, je pense bien qu'il faut renoncer. Mais ça également, c'est la littérature. L'imagination, elle est de rigueur dans la littérature. D'ailleurs, même en roman, on dit que donc, il y a la dose de fiction n'est que là pour embellir davantage la portée un peu de l'intrigue. Ça dépend de ce dont vous voulez parler. Pour ma part, je décris une situation, l'actualité. Lorsque vous lisez ce roman, vous vous rendez compte que vous avez l'impression d'avoir devant vous un journal d'actualité. Tellement tout ce qui est décrit dans ce livre relève de la réalité, de l'actualité. Donc maintenant, nous avons romancé. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hors micro, que j'ai nourri une vingtaine de cahiers. Donc tout ce que vous avez voyé dans ce roman relève de la réalité. Pendant 2 ans, j'ai enquêté en Côte d'Ivoire sur le flux migratoire des Sénégalais et des Africains en général. Qu'est-ce qui cause la migration? Quelles sont les causes profondes de la migration? Donc c'est la réalité. Mais bien sûr, ensuite, on a romancé. J'ai romancé. Mais la part de réalité, vraiment, n'a pas laissé de place quelque part et on l'a senti. Mais voilà, donc, je crois que la réalité est prégnante. Oui. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que vous avez l'impression de lire un journal quelconque. Parfaitement. Voilà. D'accord. Maintenant, l'Odyssée des migrants. Pourquoi maintenant un tel titre également autant? Parce que pour une Odyssée, quand même, c'en est une quand même. On l'a senti à travers l'histoire d'Amoliaka. Et maintenant, pourquoi le choix justement de parler de ce sujet-là, migration et immigration? D'abord le nom, l'Odyssée des migrants. Je pense que l'Odyssée, pour ceux, dans un français familier, l'Odyssée c'est un voyage mouvementé. Oui. Mais étymologiquement, l'Odyssée retrace le retour d'Ulysse après la guerre de Troie. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. Merci beaucoup. C'était voilà, donc pour revenir dans son île, parce que Ulysse était un roi. Après la guerre de Troie, il devait revenir sur son île, Ithaque. Donc, il a fait 10 ans. Donc, il a connu énormément de précipités dans l'océan. Il a rencontré énormément de problèmes pour revenir dans son île. Et même pour retrouver sa femme, il a été obligé, Pénélope, merci beaucoup, il a été obligé de combattre les prétendants. Donc, je me dis que c'est un mot qui à la limite, va bien aux migrants. Quand le migrant quitte, par exemple, le Sénégal, il ne va pas directement en Europe. Il est obligé de faire des étapes. Parce que tout simplement, je le dis dans mon livre, le migrant sénégalais a une technique de grenouille.
Ça veut dire qu'il procède par bon. Quand le Sénégal, par exemple, il a 30 000 francs. Il va au Mali, il fait 6 mois. Ensuite, Burkina Faso, il fait 2 ans. Ensuite, la Côte d'Ivoire, il fait 6 mois. Donc, c'est petit à petit qu'il fait des économies pour pouvoir partir en Europe. Et quand il arrive en Europe, il n'a pas de papier. Donc, il est obligé de rester au moins 7 ans, 8 ans, 9 ans, le temps d'avoir des papiers pour pouvoir revenir dans son pays. Donc, c'est un voyage mouvementé. Et quand il revient dans ce pays, je l'ai dit, c'est dans mon livre, souvent il trouve sa famille parfois qui a pas mal de problèmes. Il avait laissé une femme, il avait laissé des enfants. Une femme que vous laissez pendant 6 ans, 7 ans, 8 ans, vous revenez la plupart du temps, il faut la reconquérir. Souvent, vous trouvez une femme qui est enceinte ou bien qui a un enfant hors mariage. Donc, il faut reconquérir sa femme. Donc, c'est pourquoi j'ai utilisé ce mot Odyssée. Mais le retour d'Ulysse, en tout cas, n'est pas souvent qui est un retour triomphal quelque part. Ce n'est pas souvent le cas pour nos Africains dont vous faites la description. Mais voilà, parce que tout simplement, de manière générale, on croit que quand le migrant revient au Sénégal, c'est toujours de manière, comment dirais-je, c'est le bonheur. Oui. Il revient heureux, avec beaucoup d'argent. Mais là, ce n'est pas toujours le cas. Souvent, quand il revient, il est déjà jarté. Tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait. Il croyait que l'Europe, c'est l'Eldorado. Or, il se rend compte que ce n'est pas l'Eldorado. Aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de Sénégalais en Espagne, en France, qui dorment dans la rue. Et à qui il manque ne serait-ce que le billet pour pouvoir revenir dans leur pays. C'est souvent la désillusion. Il ne faut pas, donc, ceux qui reviennent avec beaucoup d'argent, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt, malheureusement. Parfaitement. Mais votre approche est plus que scientifique. Au-delà même d'une histoire romancée et tout, et voilà, en train de l'intrigue, de l'imagination, des faits racontés, vous semblez trouver une démarche assez pédagogique, pour ne pas dire très scientifique. Vous passez d'abord par poser les causes de l'immigration. Et parmi ces causes, vous avez, en tout cas, il y a un terme qui revient, vous l'avez décrit de façon originale, c'est la pauvreté. Et vous prenez en tout cas cette belle occasion pour décrire cette pauvreté qui menace au quotidien donc, le vécu des Sénégalais et des Africains en général. Oui, absolument. Je pense que quand un Sénégalais quitte son pays, c'est parce qu'il est forcé de le faire. Vous parlez d'une étude scientifique. Beaucoup m'ont demandé si j'ai fait de la sociologie. Je dis que je n'ai pas fait de la sociologie, mais je suis beaucoup plus pertinent que les sociologues. Parce que tout simplement, je suis un fin observateur de la société sénégalaise. Donc, je suis parti j'ai énuméré pas mal de problèmes. Donc, le quotidien des Sénégalais, cette prolifération de problèmes, de misère, la pauvreté, la misère, l'analphabétisme, l'obscurantisme, toutes ces causes qui ont concouru finalement pour pousser les migrants sénégalais vers l'extérieur. Une pauvreté que vous avez décrite de façon originale dans votre ouvrage. Je vais peut-être vous reprendre. Ok, allez-y, je vous en prie. Une pauvreté nourrie aussi par un taux de natalité exponentiel qui pousse des familles entières à s'entasser dans une seule chambre comme des sardines et qui jette dans la rue, dès les premières lueurs de l'aube, des nuées d'enfants aussi happés par un univers interloque toujours aux aguets et boulimique. Voilà. Est-ce que la réalité est poignante à la limite? Elle est extrêmement poignante parce que je crois que tous ceux qui ont fait les quartiers, ce qu'on appelle au Sénégal la banlieue, Pikine, Guédiawaye, Darou Khane. Moi, j'ai quitté Mbacké où je suis né à l'âge de 7 ans. Donc, je suis arrivé à Pikine. C'est à Pikine que j'ai été à l'âge de 7 ans. Donc, c'est là où j'ai fait mes humanités, à l'école Pikine 9. Ensuite, j'ai travaillé à Guédiawaye, ensuite vers Kermassar. Donc, je maîtrise la banlieue. Aujourd'hui, j'habite à Kharial. Donc, vous voyez, j'ai fait une description de Kharial. Donc, cette promiscuité dans les quartiers populaires, cette misère dans les quartiers populaires, vers 18h, 19h, vous voyez des familles entières en train d'acheter du fondé pour dîner. Donc, c'est une misère crade. C'est la faim. Aujourd'hui, au Sénégal, on dit qu'il n'y a pas de famine. Il n'y a pas de famine. Donc, je dis, mais il y a la faim. En termes de faim, ce n'est pas une question de sémantique. Famine, faim, tout ça, finalement, n'a qu'un seul mot. Non, c'est la faim, c'est juste la faim. Donc, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de famine parce que tout simplement, l'Organisation des Nations Unies définit la famine comme telle. Non, non. Je pense que la faim est partout au Sénégal.
Mais vous pensez dans un premier temps, en tout cas, dire que l'émigration chez les Sénégalais et les Africains de manière générale relève quand même d'un impératif parfois. En tout cas, autant le faire même à nos risques et périls, parce que la condition, les conjonctures sont aussi défavorables. Vous pensez donc légitimer une certaine migration? Je ne légitime pas, je ne fais que constater. Donc, dans mon livre, je fais une étude parallèle entre la migration humaine et la migration animale. Voilà. La plus grande... C'est là qui fait qu'on ne peut pas ne pas quand même faire état à votre élan de sociologue, parce que justement, et même parfois de philosophe. On l'a senti à travers. Ouais, j'étais très bien en philosophie. Oui, voilà, c'est ça. Ça se voit d'ailleurs. La plus grande migration humaine, disais-je, se passe en Afrique. C'est celle qui pousse des millions et des millions de jeunes vers la Méditerranée. C'est le plus grand mouvement humain depuis la Seconde Guerre mondiale. Le plus grand mouvement humain depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est ce mouvement qui pousse les Africains vers la Méditerranée. Le plus grand mouvement animal aussi se déroule en Afrique. C'est celle qui pousse les herbivores chaque année qui quittent le parc national de Serengeti en Tanzanie vers le Kenya, vers le Masai Mara. Chaque année, ces animaux font 3000 km. Le parc national de Serengeti se trouve en Tanzanie et couvre une superficie de 14 763 km². Il y a des millions et des millions d'animaux qui vivent dans ce parc. C'est un paradis terrestre. Mais vers le mois de mai, l'herbe se raréfie. Donc les animaux sont obligés, pour manger, pour survivre, de quitter ce parc de Serengeti pour partir vers le Masai Mara. Ils font 3000 km par an. Les migrants, qu'ils soient sénégalais, ou maliens, ou gabonais, ou congolais, ont le même réflexe. Ce que je veux dire dans mon livre, c'est que lorsque les conditions de vie ne sont pas réunies, les animaux et les bêtes ont les mêmes réflexes. Ils vont chercher ailleurs. Quel que soit par ailleurs les dangers auxquels ils seront confrontés. Parfaitement, mais à un certain moment, j'ai cru que cette belle description que vous venez de faire, et vous l'avez faite également dans votre livre, c'était de l'imagination. Bon, je ne savais pas quand même que vos recherches étaient aussi poussées que ça relève d'une réalité. C'est une... L'écriture peut-être nous a apporté, parce que vous faites une description vraiment originale de ce récit-là, mais donc c'est une réalité que vous êtes en train d'écrire là. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, rien n'a été inventé dans ce livre. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai d'abord étudié. Donc ce que je voulais présenter au lecteur, quelque chose de réel, quelque chose de tangible. Vous avez choisi le roman? Non, tout simplement parce que j'ai commencé à lire très tôt. J'ai découvert la lecture peut-être à l'âge de 6 ans, avec Pif, Kwaku. Ensuite, c'est Rahan, Hakim, Zambla. Ensuite, c'est Gérard de Villiers, Sass, Exécuteur. Donc, je suis tombé dans la lecture quand j'étais jeune. Donc, le roman m'a toujours intéressé. Donc, c'est naturellement que je me suis penché, non pas vers l'essai, mais tout simplement vers le roman. D'accord. Même si la réalité, en tout cas ici, a talonné carrément la fiction. Non. C'est que c'est une réalité romancée. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, un bon écrivain, c'est celui qui d'abord, au-delà de sa capacité d'imagination, il fait preuve également de recherche. Mais voilà, justement, je crois que Et pour pouvoir maintenant... le roman doit servir à quelque chose. Quand vous avez fini de fermer un livre, vous devez vous dire, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Donc le roman pour moi c'est ça. Donc, mais quand vous fermez un livre et que 5 minutes après, vous oubliez l'auteur du livre, ou bien vous oubliez le contenu du livre, c'est parce que ce livre-là n'a pas mérité d'être édité. Donc ce que je voulais, j'ai passé plus de 40 ans à lire, donc j'ai lu énormément d'œuvres. Donc ce que je voulais, le jour où je présente un livre, celui qui aura fini de fermer mon livre aura mon nom inscrit dans sa mémoire. Effectivement, nous l'avons senti, cette maturité dans l'écriture, cette richesse également et cette fertilité dans l'imagination. Justement, mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous suivez toujours votre émission Parlar, qui a aujourd'hui le plaisir de recevoir un grand romancier sénégalais, Serigne Mbacké Ndiaye, dans son ouvrage en tout cas appelé l'Odyssée des migrants. Il traite un peu des questions liées à l'émigration d'une manière générale, et c'est
une bonne occasion pour parler de l'Afrique et de toutes les réalités que traversent en tout cas les Africains. Revenons maintenant, nous sommes en face d'un roman. Oui, absolument. L'histoire de l'Odyssée des migrants, c'est l'histoire également d'Amouliakar. D'ailleurs, le nom déjà en témoigne, en fait, témoigne beaucoup de choses. Donc, sur ce qui va arriver à cette personne. C'est comme si ce nom également n'est pas fortuit. Le choix de porter sur Amouliakar, qui, vous l'avez traduit un peu, c'est inspiré de la langue wolof et qui témoigne justement un manque d'espoir quelque part pour une personne. Okay. Pourquoi le choix Amouliakar, c'est d'abord un nom propre. La plupart du temps, Amouliakar, Ken Bougoul, Yadikoun, ce sont des noms qu'on donne souvent aux enfants, dont la maman souvent voyait ses enfants mourir à bas âge ou bien avant même de naître. Donc, pour donner une chance, parce qu'en Afrique, l'infertilité, la mortalité infantile a toujours une cause surnaturelle. Donc, pour donner à l'enfant la chance de survivre, on lui donne ce nom, Amouliakar. Ça veut dire que je n'ai pas d'espoir. Yadikoun, c'est que, voilà, un revenant. Ken Bougoul, nul n'en veut. Donc, c'est un nom d'abord propre. Mais c'est d'abord pour moi un nom générique. Donc, le nom Amouliakar, sans espoir, pour moi, symbolise aujourd'hui la jeunesse. Quand vous voyez ces millions, ces milliers de jeunes qui s'en vont vers la mer, vers la Méditerranée, malgré le danger encouru, je pense qu'il n'y a pas un meilleur nom que ça, sans espoir. Finalement, ils n'ont pas d'espoir dans leur propre pays. Ils n'ont pas d'espoir dans leur avenir. Moi, je pensais que c'est l'espoir qui les pousse un peu à... Non, je veux dire que d'abord, c'est le manque d'espoir dans leur propre pays. Propre pays, d'accord. Maintenant, quand ils vont vers l'Europe, c'est pas que tout simplement, là-bas, ils cherchent un espoir. Si vous regardez bien la couverture du livre, vous avez l'océan. Vous avez ce que j'appelle la migration humaine. Vous avez la pirogue, vous avez le zodiac avec des migrants à l'intérieur. D'accord. Et les bêtes et sous la menace des vagues. Là, vous avez la transhumance animale, les animaux qui quittent le parc national de Serengeti pour aller vers le Masai Mara, avec les mêmes dangers, les animaux. Vous avez ici des caïmans, des crocodiles, oui, c'est ça. Dans le Mara River. Oui. Pourtant, malgré ce sont autant les hommes que les animaux sont en danger. Oui. Mais malgré ça, vous avez cette fleur. Oui. C'est cette fleur-là qui symbolise l'espoir. Ça veut dire que malgré le danger encouru, ils y vont parce que derrière le danger, il y a l'espoir d'une vie meilleure. Et le soleil qui est à côté, qui... Mais voilà, donc le soleil va se lever. Donc ça, c'est le dernier passage du livre, avec vraiment, on l'a senti avec... notre personnage principal, justement, Amouliakar, qui quand même, à la fin, en tout cas, à la fin, laisse croire qu'il va retrouver plus ou moins cette liberté, par la maman, etc. Voilà, donc cette envie de résilience, surtout, de résurrection. Voilà donc, c'est bien. En tout cas, nous sommes également frappés par un passage. Est-ce que vous pouvez davantage nous résumer plus ou moins un peu cette vie de votre personnage principal, Amouliakar? Amouliakar, je pense que c'est quelqu'un qui est mal né, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que tout simplement, sa mère, ses parents, vivaient d'abord les 2 premières années de leur mariage. Donc c'était un mariage sans nuage, un bonheur parfait. Mais malheureusement, il s'est trouvé qu'après 2-3 ans, la mère n'a pas pu avoir d'enfant. Or, dans une société où l'enfant est le but principal de tout mariage, l'infertilité de la femme est vécue comme une malédiction. Donc, à partir de cet instant-là, la femme a commencé à vivre dans un véritable calvaire. Donc, finalement, de guerre lasse, elle a dit à son mari, puisque moi je ne peux pas avoir d'enfant, je te donne la permission d'épouser une autre femme. Donc, son père a épousé une autre femme qui, 1 an plus tard, lui donna un beau bébé. Mais là, si sa mère croyait pouvoir trouver la paix, parce que tout simplement son mari a un autre enfant, finalement, la déception sera au rendez-vous. Tout simplement parce qu'elle se sentira exclue, finalement, de ce bonheur que son mari est en train de vivre avec une autre femme. Et finalement, pour des bisbis, elle a été répudiée. Donc, elle est partie chez sa mère. Or, 2-3 mois plus tard, elle a senti les premières nausées.
on l'a répudiée et retourne trouver refuge chez sa maman. Et lorsqu'elle est chez sa maman, elle se rend compte que Dieu fait bien les choses, elle est enceinte. Bon, ce qu'elle a vécu comme une sorte de justice immanente. Malheureusement, son père, tout à son bonheur, refusera cette paternité. Après des années et des années de mariage et d'infertilité, se retrouver enceinte alors qu'elle a quitté le domicile conjugal, non, il ne pouvait pas accepter cela. Donc sa mère, elle a vécu non pas comme une insulte, mais plutôt ce qui lui fait mal, c'est cet adultère, parce que ça suppose l'adultère. C'est ce qu'elle ne pouvait pas supporter. Voilà, donc elle a décidé, non pas de se suicider, mais de se retirer de la vie. Donc elle est allée à Touba, on lui a prêté une chambre, elle a commencé à vivre une vie d'ascète. Mais ceci, c'est après avoir donné naissance à son bébé. Mais elle n'a même pas voulu en voir le sexe. Donc elle a uni le bébé. Donc Amouliakar a été accueillie par sa tante, la petite sœur de sa maman. Donc c'est elle qui lui a donné le sein. Donc c'est elle qui l'a éduqué. Donc jusqu'à qu'il ait eu sa maîtrise, donc qu'il ait fait des études supérieures. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Notre personnage qui se trouve forcé à l'immigration est un diplômé. Voilà. Il a fait l'université, malgré tout, malgré cette naissance un peu douloureuse d'une certaine manière, normalement. Et il a réussi tant bien que mal à en tirer son épingle du jeu. Malgré également les conjonctures très défavorables, il a réussi à avoir des diplômes à l'université jusqu'à la maîtrise. Voilà. Mais c'est inquiétant. D'habitude, ceux qui sont forcés à l'immigration, ceux qui sont tentés par l'immigration, ce sont des gens qui n'ont pas eu de diplôme, souvent, voilà. Mais c'est ça le paradoxe majeur. Malheureusement, la migration clandestine est en train de prendre un nouveau visage. Parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, mon point de chute fut la Daïra Mouride. Et là, j'ai rencontré un maîtrisard en sociologie. Je pense que je retrace d'ailleurs son histoire. Oui. Et en dehors de la Daïra, j'ai rencontré aussi pas mal d'autres migrants qui sont aussi diplômés. Donc aujourd'hui, ce ne sont plus les pauvres, ce ne sont plus les analphabètes qui prennent le chemin de la migration, mais il y a aussi des diplômés. Pour la preuve, je suis là. J'ai pris le chemin de la migration puisque j'ai quitté le Sénégal pour aller en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, dans l'univers glauque des migrants, on rencontre aussi des diplômés. Des diplômés, voilà. Des intellectuels. Et là, quand même, ça devient beaucoup plus... C'est poignant. C'est extrêmement poignant. La faute à qui? Mais tout ça... Vous avez évoqué parmi les causes de cette pauvreté-là, mais aussi vous avez évoqué quand même, au-delà de la pauvreté, bien d'autres également facteurs, bien d'autres clivages, même sociaux, interviennent donc dans cette... Oui, absolument. J'essaie d'étudier un peu les causes profondes de cette migration. Quelles sont cette stratification de causes qui ont finalement abouti à pousser les jeunes à aller vers le chemin de l'exil? Donc, la première cause, en ce qui concerne le Sénégal, c'est le pillage des ressources halieutiques du Sénégal. Rappelez-vous le mouvement Barça et Barsaq en 2006. Je démontre dans mon livre que c'est le pillage des ressources halieutiques au Sénégal qui fut à l'origine du mouvement Barça et Barsaq. N'oublions pas que les premiers migrants, c'était des pêcheurs. Savez-vous que la zone qui va de la Mauritanie, en passant par le Sénégal, jusqu'au golfe de Guinée, est l'une des zones les plus poissonneuses du monde. La FAO appelle cette zone la zone 34. Et savez-vous que 54% couvre une superficie de 14 763 km². Il y a des millions et des millions d'animaux qui vivent dans ce parc. C'est un paradis terrestre. Mais vers le mois de mai, l'herbe se raréfie. Donc les animaux sont obligés, pour manger, pour survivre, de quitter ce parc de Serengeti pour partir vers le Masai Mara. Ils font 3000 km par an. Les migrants, qu'ils soient sénégalais, ou maliens, ou gabonais, ou congolais, ont le même réflexe. Ce que je veux dire dans mon livre, c'est que lorsque les conditions de vie ne sont pas réunies, les animaux et les bêtes ont les mêmes réflexes. Ils vont chercher ailleurs. Quel que soit par ailleurs les dangers auxquels ils seront confrontés.
Comme si également un écrivain, c'est un voyant, comme dit un peu Rimbaud. Mais voilà, il y a une sorte de prémonition. Oui. Dans mon livre, je dis que je donne le cas d'Alpha Blondy. Voilà. Lorsque nous étions à l'université, 1994-1995, Masada, quand il disait que quand il a écrit Masada, il a écrit God is One, Dieu est unique. Il prévenait les Ivoiriens. Parfaitement. Je pense que l'histoire lui a donné raison. Parce que je dis dans mon livre, si les Ivoiriens avaient écouté Alpha Blondy, au lieu de se contenter de danser sur sa musique, il se serait évité un désarroi, un désastre. J'ai écrit mon livre 2 mois plus tard, le problème libyen est apparu. Donc, effectivement, je pense que c'est ça l'écrivain. Je pense que c'est cette capacité de se projeter vers l'avenir, de regarder le présent, d'analyser le présent, ensuite de dire demain, voilà ce qui va arriver. Et je pense qu'Alpha Blondy avait raison. Moi aussi, j'ai eu raison, je crois bien. Maintenant, quand vous évoquez un peu cet univers un peu macabre parfois même, et quand vous parlez des tueries, des gens qui sont tués comme des bêtes, en tout cas, les gens, bon, même les médias parfois. En Libye. En Libye également, même en Côte d'Ivoire, quand celui qui témoignait disait qu'aujourd'hui, quand même, des gens, on nous demandait de ramasser les morts. C'était poignant, c'est non, vraiment. Absolument. Et tout cela relève aussi de la réalité. La guerre en Côte d'Ivoire, personnellement, je ne l'ai pas vécu. Mais quand j'étais au Sénégal et que la guerre ivoirienne a éclaté, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. S'il y a 2 pays en Afrique qui doivent échapper à cette théorie, à cette guerre civile, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ça a toujours été mon opinion. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire et que pendant 2-3 mois, j'ai regardé la société ivoirienne, je me suis dit, mais comment les Ivoiriens ont fait pour ne pas avoir connu la guerre civile avant? Donc, j'ai complètement changé de situation. Parce que là, c'est extraordinaire cette division. Quand vous êtes au Sénégal, nous avons une chance énorme au Sénégal. Nous avons la chance d'avoir un État-nation. Dans les autres pays africains, il n'y a pas d'État-nation. C'est une stratification d'ethnie. Donc, la société ivoirienne est extrêmement divisée. Donc, Houphouët-Boigny était parvenu à maintenir un semblant de cohésion. Lui parti, la réalité a rattrapé les Ivoiriens. Donc, j'ai eu énormément de témoignages sur les Sénégalais qui ont été en Côte d'Ivoire. Des témoins oculaires qui ont assisté à l'assassinat des Sénégalais. Comment dire, la loi, ce qu'ils appellent la loi, l'article 25. L'article 25. 20 francs de pétrole et 5 francs de... l'article 105. 100 francs pétrole, 25 francs boîte d'allumettes. Donc on a mis des Sénégalais, des boutiquiers. Donc quand vous êtes boutiquier, tout le monde sait que vous êtes Sénégalais. On les a sortis de leur boutique, on les a arrosés d'essence, on a allumé, malheureusement, je n'ai pas voulu retracer. Donc, voilà, mais j'ai eu d'autres témoignages de Gabonais, de Béninois, de Congolais. Donc ce sont ces témoignages-là que j'ai retracés dans ce livre. Parfaitement. Maintenant, si Antoine de Saint-Exupéry a raison de dire effectivement que la connaissance des lois ne précède jamais l'expérience, la manière dont vous évoquez un peu ces péripéties-là, la traversée du désert, en fait, la mer, etc., ce que, en tout cas, les migrants ont vécu. Avez-vous une fois, en tout cas, je ne sais pas, vous avez voyagé quelque part pour parler un peu de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez été témoin un peu de ça, de ces faits? Parce que vous faites une description vraiment qui ne laisse pas de place de fiction. Non, voilà, tout simplement parce que, je le dis aussi dans le livre, la plupart des gens qui ont été témoins des tragédies n'aiment pas la raconter. Par exemple, ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, souvent quand on introduit leurs petits-fils, leurs enfants, soit ils disent non, mes parents, non, jamais voulu me raconter cette histoire-là. Parce que raconter cette histoire, c'est la revivre. Et j'ai eu cette expérience-là. Parce que j'ai travaillé dans un chantier. Et là, un midi, donc, puisque je voulais écrire un livre, mais je n'ai jamais dit que j'écrivais un livre. Donc, j'avais toujours, par déversement, un cahier. Donc, j'ai suscité une discussion. Ensuite, je me cachais quelque part
Et j'ai noté ce que... Donc voilà, donc, il y avait pas mal de quelque chose comme 7, 8, 9 maçons, manœuvres. Les manœuvres là-bas, on les appelle des manawars, c'est le mouchi. Ouais. Donc j'ai voulu parler un peu de cette guerre en Côte d'Ivoire. Donc j'ai suscité cette discussion-là. Est-ce que certains d'entre vous ont été là pendant la guerre ivoirienne? Donc quelqu'un a sursauté. Et elle a commencé à raconter son histoire. Ensuite, de fil en aiguille, chacun a raconté. Ils avaient tous été témoins de la guerre en Côte d'Ivoire. Mais chacun a raconté son histoire. J'ai vu qu'à un moment donné, il a commencé à pleurer. Donc c'est cette émotion-là dont j'ai été témoin que j'ai voulu retranscrire dans ce livre. Et je pense que je l'ai assez bien réussi quand même. Hein. Très bien réussi. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, félicitations, M. Gaï. C'est moi qui vous remercie. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est terminé. C'est un plaisir, en tout cas, de lire l'Odyssée des migrants, qui est une œuvre très passionnante. Merci beaucoup. Et également très riche en information d'abord, parce que vous avez, en tout cas, fait des recherches, on l'a senti, très fouillé, hein, parce que tellement vous n'hésitez même à donner des références exactes pour dire que ce que je suis en train de dire relève donc de la réalité. Cela fait également, au-delà également, il y a une belle histoire d'amour, c'est un roman. Oui, mais voilà, on ne pouvait pas, ne pas parler d'amour pour les romantiques, donc Amouliakar et Dalanda. Voilà, Dalanda. Qui finit par cette belle histoire d'amour. C'est très présent. Au-delà de la réalité brûlante, vous avez été donc par ornement, comme on dit. Il faut atténuer un peu. Voilà. Parce qu'on est triste. Oui, mais voilà, on est vraiment emporté. Voilà. À un certain moment, on veut. Voilà. Je l'ai compris, je me suis dit, attendez, cette petite note-là, de cette belle histoire d'amour entre. Parce que tout simplement, lire, c'est d'abord du plaisir. Oui, donc les gens n'ont pas envie de lire pour pleurer ensuite. Donc j'ai voulu glisser cette histoire d'amour-là. Voilà, donc je crois que en tout cas, c'était intéressant d'échanger avec vous sur ce livre. Merci beaucoup. Nous sommes encore à la première partie justement de cet ouvrage. Nous n'avons pas encore terminé. J'espère que nous aurons l'occasion de nous retrouver. Oui, parfaitement. Ce serait avec beaucoup de plaisir. Merci. Voilà votre dernier mot. Bon, je vous remercie. Je remercie toujours surtout l'équipe de Mourchid de m'avoir invité ici. Je remercie aussi l'équipe de la librairie 80 de nous avoir équipés dans ce joli décor. Entouré de mes amis, je dis souvent que mes amis les livres. Donc je suis un enfant des livres. Donc me retrouver dans ce décor-là magnifique, entouré de livres, je crois que ça inspire. Donc je remercie aussi l'équipe vraiment de la librairie 80, des employés et tout le monde. Et je vous remercie, M. Jack, de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant votre micro. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Donc c'était ça, mesdames et messieurs, pour ce roman de l'Odyssée des migrants de Serigne Mbacké Ndiaye, qui est un roman très intéressant et très bien fouillé parce qu'il y a de la recherche, en tout cas concernant l'immigration de mondiale, surtout les causes. C'était tout et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de Parla. D'ici là, passez une bonne suite de programme sur la chaîne de Valeurs. Merci beaucoup.